À Chaldeon-Deney, à Chaldeon-Deney, bonsoir à tous. Je demande un peu de silence. Je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal. Donc, avant de démarrer, je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, il y en a 3. Un pouvoir de Beignat Bioro pour Émilie Ducoya, de Michel Dirassard pour moi-même et de Gauthier Naf pour Fanny Lascuve. Je désigne secrétaire de séance, donc Antoine Billotte, et on passe aux affaires générales. L'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2023. Y a-t-il des remarques ou des observations? Je vois qu'on n'entend pas. Donc je répète, donc on est aux affaires générales, donc l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2023. Et y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce compte rendu, ce procès verbal? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est approuvé. Point de compte rendu de désignation prise par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé la mise à disposition d'une parcelle de terrain pour l'entreprise Larmanou, diverses conventions de mise à disposition de salles communales, une convention avec la SNCF pour les parcelles de la voie verte à Marignella, la création d'une régie de recettes, 3 contrats de maintenance de logiciels utilisés par les services, des admissions en non-valeur et des virements de crédit. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ces décisions? Il n'y en a pas, donc on prend acte. Point 3, relais petite enfance avenant à la convention de participation financière. Bonsoir. Donc, la présente délibération a pour objectif d'approuver un avenant à la convention qui nous lie à la commune de Saint-Jean-de-Luz pour le fonctionnement du relais petite enfance. Donc, ce deuxième avenant a pour objet de confirmer la participation de la commune à hauteur de 2 792 €, montant similaire à celui de l'année dernière, 2022. Avez-vous des questions? Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote, qui s'abstient, qui est contre. Et c'est adopté. Et donc, on passe aux affaires financières. Donc, un débat d'orientation budgétaire 2024. Donc, une petite nouveauté à Cibourg. Donc, on va débattre des orientations budgétaires pour l'année qui vient. Ça nous permettra d'anticiper le vote du budget. Et ça permettra aussi de servir au service d'avoir, dès le début d'année, des perspectives pour travailler au mieux durant toute l'année. Donc, je passe la parole à Monsieur Lecorf qui nous présentera tout ça. Bonsoir. Donc, comme évoqué en commission des finances, nous vous proposons de débattre des orientations budgétaires 2024 en fin d'année 2023 afin d'anticiper le vote du budget et ainsi de pouvoir disposer d'une année quasi complète pour l'exécution budgétaire. Nous vous proposons un diaporama de présentation des orientations budgétaires avant d'engager le débat. L'environnement international est complexe, comme le rappelle le projet de loi de finances pour 2024, qui fait état de la hausse des taux d'intérêt et des incertitudes géopolitiques majeures, résultant notamment de l'invasion russe en Ukraine. 2 éléments qui accentuent les tensions sur les matières premières, affectent la consommation des ménages et qui ont favorisé le retour marqué de l'inflation. Selon l'OCDE, les perspectives de croissance économique restent timides, voire carrément moroses pour 2024. Elle devrait passer à 2,7% en 2024 contre 3% estimés en 2023. Certes, de nombreux pays ont pu maintenir l'inflation avec la baisse des prix de l'énergie et des matières premières. Néanmoins, l'inflation sous-jacente ne reflue pas. Au niveau national, la croissance est estimée à 1,4% par le projet de loi de finances et le reflux de l'inflation devrait s'établir à 2,7%, une normalisation qui reposerait sur la stagnation des produits alimentaires et manufacturés. Enfin, l'État annonce une baisse du déficit public conforme à la trajectoire de rétablissement des comptes publics. Pour 2023, le déficit devrait s'établir à 4,9% du PIB contre les 5 prévus. Pour 2024, le solde public devrait atteindre 4,4% du PIB. Donc, quelles sont les principales mesures de la loi de finances 2024 qui impactent Cibourg? Tout d'abord, le fonds vert est reconduit pour 2024. Il s'agit du dispositif instauré par l'État en 2023 pour soutenir
accélérer la transition écologique dans les territoires selon les grandes orientations nationales, renaturation des villes, rénovation énergétique des bâtiments publics, rénovation des parcs de luminaires, etc. Dans ce cadre, 2 dossiers ont déjà été déposés au titre du Fonds vert par la ville de Cibourg. Le premier pour la rénovation énergétique de la maison des associations, 126 000 € seront perçus. Le second pour l'aménagement écologique intégré de la plaine des sports, une participation de 350 000 € sera sollicitée. Deuxième point, la dotation globale de fonctionnement est prévue en hausse par rapport à 2023, plus 220 millions d'euros. Mais afin de permettre la stabilisation des concours financiers aux collectivités à la hauteur fixée par la loi de finances 2023, des variables d'ajustement sont ponctionnées. Il s'agit d'un ensemble de dotations et compensations d'exonération fiscale. De facto, la commune de Cibourg projette une légère diminution de la DGF, moins 15 000 € par rapport à 2023, soit 510 000 € en 2024. Enfin, l'État prévoit une revalorisation forfaitaire des bases d'imposition. En effet, depuis 2018, il est basé sur le coefficient forfaitaire des valeurs locatives, lui-même défini en fonction de l'indice des prix à la consommation. Il devrait donc s'établir pour 2024 à 3,8%. Les perspectives d'atterrissage prévisionnelles pour 2023. Contrairement aux années précédentes, nous avons décidé d'avancer le vote du budget et de fait le débat d'orientation budgétaire, de façon à ce que les services disposent plus rapidement de leur feuille de route et puissent ainsi mieux programmer leur opération sur l'année. L'exercice est donc toujours en cours en ce moment même. Ce qui est présenté ici est donc une projection du résultat 2023 nécessaire à la définition des orientations de 2024. Nous serons donc prudents quant aux résultats présentés ici, qui ne sont pas le compte administratif et ne sont pas définitifs. Pour la section de fonctionnement, les recettes. On note qu'elles sont stables. Les produits des services du domaine et des ventes diverses devraient s'élever environ à 557 000 €, en augmentation par rapport à 2022 pour 2 raisons principales. Les recettes de stationnement ont augmenté de 10% du fait du renforcement de la surveillance, jumelée à une légère augmentation des tarifs et à l'extension de la zone payante. Une recette exceptionnelle d'environ 60 000 € d'occupation du domaine public liée au chantier de la résidence Iturrialde. Le produit des impôts et taxes est attendu à hauteur de 7 026 000 €, dont 5 800 000 pour le produit fiscal. À noter qu'aujourd'hui, nous n'avons pas connaissance des bases définitives d'impôts pour l'année 2023, et 772 000 € de droits de mutation. À noter que la hausse des taux d'intérêt conduit à un tassement des transactions immobilières et donc à une baisse des droits de mutation. Les recettes des dotations et participations seront supérieures à l'inscription budgétaire, mais en baisse par rapport au compte administratif 2022. On retiendra essentiellement une participation plus importante que prévue de la CAF sur les différents services, crèches, ALSH et périscolaires. Concernant les autres charges de gestion courantes, les revenus des locations sont stables par rapport au réalisé 2022 et conformes à l'inscription budgétaire 2023. Quant aux atténuations de charges, le chapitre est en forte diminution par rapport au compte administratif 2022 et légèrement inférieur à la prévision budgétaire 2023. Les dépenses de fonctionnement maintenant, un effort global a été réalisé par l'ensemble des services pour les contenir et sont ainsi en baisse de 1,43% par rapport à 2022. Elles devraient s'élever à 6 834 000 €. La hausse des charges à caractère général a été contenue à 1,56% par rapport à 2022, contrairement aux 18% que nous avions prévu. C'est donc une très bonne nouvelle qui s'explique par 2 mesures. Le bouclier tarifaire mis en place par l'État et la réforme de l'éclairage public qui a permis de faire baisser de 40% la consommation d'électricité sur ce point. Nous voyons donc directement l'impact positif de cette mesure sur les finances locales. Les dépenses de personnel devraient s'élever à 4 268 000 € à la fin de l'année 2023 et être ainsi conformes à la prévision budgétaire en diminution de 3% par rapport au réalisé 2022. La maîtrise de la masse salariale a permis d'absorber 3 mesures. L'augmentation du point d'indice appliqué depuis le mois de janvier 2023, la nouvelle augmentation intervenue en cours de l'été 2023 et l'attribution de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle versée aux agents en fin d'année 2023. Les autres charges de gestion s'élèveraient à 687 000 € en augmentation de 1,6% par rapport au réalisé 2022,
en raison principalement de l'augmentation de la participation au budget du CCAS, qui est passé de 330 000 euros en 2022 à 350 000 euros en 2023. Les autres dépenses sont en augmentation mais conformes au prévisionnel. L'exécution de la section de fonctionnement devrait ainsi dégager un excédent de 2,8 millions d'euros environ. Sur la section d'investissement, les recettes d'investissement sont de 3 ordres. Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'élève à 206 000 euros cette année, la taxe d'aménagement, qui s'élève à 134 000 euros. Enfin, les subventions, qui s'élèvent cette année à 190 000 euros, ce sont des subventions de l'État, du département, de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, perçues sur différents projets d'aménagement tels que l'école Marinella, la désimperméabilisation de sol sur les aires de stationnement, l'installation d'une cuve d'eau au centre technique municipal, la rénovation de la médiathèque. Les dépenses d'investissement devraient afficher un taux de réalisation et d'engagement proche de 97%, soit 4,9 millions d'euros. C'est un pourcentage assez révélateur du dynamisme de la commune et des services. Parmi les investissements les plus importants, remplacement des menuiseries de la maison des associations, remplacement des ampoules des mâts d'éclairage par des LED, traitement des rues du phare, du sémaphore et de l'avenue de la Rune, installation d'une plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite à l'église. Le déficit d'investissement devrait s'élever à 2 364 000 euros. Compte tenu de l'excédent prévisionnel de fonctionnement, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt. Le résultat global d'exécution budgétaire 2023 devrait être excédentaire de 415 000 euros environ. Les orientations budgétaires 2024. Avant d'aborder les grandes orientations politiques et les projets associés pour l'année 2024, je rappelle 2 grands principes budgétaires qui sont l'équilibre réel, qui consiste à un équilibre comptable entre les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d'investissement, avec une possibilité d'emprunt pour couvrir uniquement les dépenses d'investissement en remboursement en capital de la dette. La sincérité budgétaire, qui consiste à ne pas majorer une recette ou minimiser une dépense artificiellement pour équilibrer le budget. La procédure et le calendrier budgétaire. Le budget doit être voté par le conseil municipal avant la date limite réglementaire du 15 avril. Néanmoins, afin de disposer d'une année quasi complète pour son exécution, la date du vote du budget sera avancée au mois de février. Cela nécessitera de voter un budget supplémentaire avant le 30 juin pour la reprise des résultats de l'année 2023. D'ici le vote du budget, élus services affineront l'évaluation des actions qui permettront de s'inscrire dans les perspectives destinées suite au présent débat. Donc les orientations politiques 2024. C'est ici que nous présentons notre feuille de route en matière d'investissement pour l'année. Que prévoyons-nous pour 2024 ? De conforter notre politique de production de logements accessibles. Nous travaillons avec les bailleurs sociaux et les promoteurs pour créer davantage de logements accessibles. À titre d'exemple, la transformation de l'école Aristide Briand en résidence intergénérationnelle et sociale commencera début 2024 pour accueillir les seniors et des familles. Nous prévoyons également de continuer nos efforts pour faire de Cibourg une ville plus durable et résiliente, à travers différentes actions. D'abord la réduction de l'empreinte énergétique sur les bâtiments publics, comme nous l'avions initié à la maison des associations ou via l'extension de l'éclairage public la nuit. Nous allons développer la production d'énergie en installant des panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique municipal. L'aménagement de la plaine des sports sera intégré et écologique de façon à améliorer l'absorption des eaux pluviales par le sol et éviter les inondations. Nous avons initié avec le CAUE 64, les directeurs d'école, les enseignants, les parents, les enfants et les agents municipaux, une réflexion sur les cours d'école jusqu'à présent entièrement goudronnés. Cette réflexion est plus large car elle touche également à l'organisation, à la répartition de cet espace. Un travail concerté est également engagé avec le département, Asquin, Saint-Jean-de-Luz et les usagers au niveau des barres de la Nivelle, récemment classés en espace naturel sensible. En matière d'enfance-jeunesse, comme je le disais précédemment, la réflexion sur les cours d'école s'étendra de façon générale à ses usages et à ce qu'on veut faire de cet espace de vie. En parallèle, nous allons développer des actions de soutien à la parentalité
telles que celles proposées le jeudi précédant les vacances scolaires aux parents et à leurs enfants. L'accent social sera conforté. Tout d'abord, le rez-de-chaussée de la résidence intergénérationnelle à Aristide-Briand sera réaménagé pour accueillir les locaux du CCAS et le club Idouchki Edera. En centre-ville, à proximité des services de ces infrastructures, il sera plus visible et mieux identifiable pour les Cibouriens. La participation de la ville au budget du CCAS, augmentée depuis l'an dernier, sera maintenue pour conforter les services aux personnes fragiles. Depuis la création du service en 2021, l'action culturelle de la ville a trouvé son public. Nous allons continuer sur notre lancée avec une programmation accessible, bilingue et multiculturelle. Les dotations aux associations seront maintenues. Enfin, nous poursuivrons les efforts engagés pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers. Cette année, c'est l'avenue Abbé-Berry qui bénéficiera de l'enfouissement des réseaux secs et de la reprise de la voirie. Maintenant, la traduction de ces orientations en matière budgétaire, donc sur la section de fonctionnement. Nous estimons une augmentation de 2,65% des recettes de fonctionnement, soit 5,5 millions d'euros pour 2024. Les produits de services du domaine et des ventes diverses sont prévus à la hausse par rapport au budget 2023. Notre prévisionnel sur les recettes de stationnement sera plus fin, compte tenu des résultats des années passées. Nous anticipons également la facturation des droits d'occupation du domaine public pour le chantier Ituri-Aldé. Les recettes liées aux impôts et taxes sont prévues à la hausse par rapport au budget 2023 d'environ 3%. La revalorisation des bases d'imposition estimée à 3,8% permettra une augmentation des recettes liées à la fiscalité sans augmentation des taux. Ces recettes pourraient s'élever à 5,9 millions d'euros. L'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération devrait être identique à celle perçue en 2023, soit 201 650 euros. Enfin, concernant les droits de mutation, comme je l'expliquais précédemment, on note un fort ralentissement des transactions immobilières liées au durcissement de l'octroi des prêts bancaires. À la vue des sommes perçues sur les derniers mois de l'année, nous pouvons raisonnablement inscrire 450 000 euros au budget 2024. Dotations et participations sont prévues en hausse de 7% par rapport au budget 2023, malgré une prévision en légère diminution de la DGF et de la dotation nationale de péréquation, compensée par une participation de la CAF prévue en augmentation. Les autres charges de gestion courantes sont stables par rapport à 2023. Les atténuations de charges en forte diminution. Il s'agit du remboursement par l'assurance statutaire des agents en congé de longue maladie, longue durée et accident de service. Le nombre d'agents concernés est en baisse, de même que le taux de remboursement par l'assurance. Les dépenses de fonctionnement. Le budget 2024 prévoirait une hausse des dépenses de fonctionnement d'environ 4,65% par rapport au budget 2023. Les charges à caractère général seraient prévues en augmentation d'environ 5% par rapport au budget 2023 pour tenir compte du contexte inflationniste et des incertitudes qui persistent concernant les tarifs de l'énergie. Le budget 2024 prévoit une augmentation des charges du personnel de l'ordre de 5,5% par rapport au budget 2023 en raison notamment de l'impact sur une année pleine de l'augmentation du point d'indice intervenue en cours de l'été 2023 évalué à 35 000 euros. De l'attribution au 1er janvier de 5 points d'indice à tous les agents, quel que soit leur niveau de rémunération. Cette mesure législative aurait un coût d'environ 50 000 euros par an. L'évolution du taux de cotisation de l'assurance statutaire qui représente un coût de 20 000 euros. La prise en compte du glissement vieillesse technicité, environ 40 000 euros. Le renforcement de la protection sociale complémentaire avec la mise en place d'une participation pour la santé qui aurait un coût de 15 000 euros annuels. A noter que la durée effective du temps de travail pour 2024 sera de 1607 heures effectives. Les autres charges de gestion sont stables par rapport au budget 2023, avec le maintien de la participation au budget du CCAS et de l'enveloppe dédiée aux subventions aux associations. Les autres dépenses seront stables. Sur la section d'investissement, les principales recettes d'investissement prévues pour le budget sont les suivantes. Un virement prévisionnel de la section de fonctionnement d'un montant approchant les 950 000 euros. Le FCTVA à hauteur de 590 000 euros. Les projets prévus pour 2024 pourraient bénéficier de subventions de différents partenaires financiers. Ces subventions n'ayant pas encore fait l'objet d'une attribution ne peuvent pas être inscrites au budget.
Néanmoins, elles seront sollicitées à hauteur d'environ 800 000 euros et viendront en cours d'année réduire le montant de l'emprunt qu'il sera nécessaire de souscrire. Nous les avons détaillés tout à l'heure. Il s'agit de l'installation des panneaux photovoltaïques, l'aménagement du rez-de-chaussée à Aristide Briand, l'aménagement intégré de la plaine des sports connecté à la cuve de récupération des eaux de pluie. Sont fléchés en dépenses d'investissement l'aménagement du rez-de-chaussée d'Aristide Briand pour 500 000 euros, l'aménagement écologique intégré de la plaine des sports connecté à la cuve pour 535 000 euros, l'installation des panneaux photovoltaïques pour 200 000 euros, aménagement de l'avenue Abbé Berry, la poursuite des travaux dans les bâtiments communaux, l'acquisition de matériel pour le fonctionnement des services et la poursuite des investissements concernant l'éclairage public. Donc pour conclure, le plan pluriannuel d'investissement. Sur la base de la projection de l'atterrissage prévisionnel 2023, une nouvelle prospective à 3 ans peut être envisagée. Pour la section de fonctionnement, les hypothèses suivantes ont été retenues. Concernant les recettes de fonctionnement, évolution annuelle de 1,3% pour les produits de services, et l'évolution annuelle de 1,5% pour les impôts directs, légère diminution des dotations et participations en raison de la baisse prévisible de la DGF, stabilité des autres produits. Concernant les dépenses de fonctionnement, évolution annuelle de 2,5% des charges à caractère général, évolution annuelle de 1,5% des charges de personnel, stabilité des charges de gestion, évolution des charges financières calculées sur la base de la dette existante avec des intérêts à 5% sur les prêts à venir. Ces hypothèses de travail permettent d'envisager de dégager un autofinancement annuel compris entre 1 et 1,2 million d'euros, soit 2,1 millions d'euros sur 2 ans. Cet autofinancement additionné aux recettes propres de la section d'investissement, estimé à 850 000 euros, et à un emprunt de 2,7 millions d'euros sur 2 ans, permettrait de réaliser des projets à hauteur de 5,65 millions d'euros en 2025 et 2026. Je vous remercie. Bien, merci pour cette présentation exhaustive. Après cette présentation, donc le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des contributions à faire à cette présentation pour un budget de 2024? Pas de remarques, pas de... Allez-y. Bien. Donc, puisqu'il n'y a pas de combattants, eh bien, je vais combattre. Tout d'abord, Monsieur le maire, nous nous réjouissons de la communication ce jour de ce rapport sur les orientations budgétaires. Juste une petite question, une petite suggestion. Est-ce que quand on aura des orientations, on peut les avoir un tout petit peu avant le conseil? Parce que c'est vrai que pour les étudier, etc., ça serait un petit peu plus facile. Je comprends que c'est difficile pour vous aussi, mais c'est juste une petite suggestion. Bien. Elles n'ont jamais été présentées à la main. Hein? C'est peut-être parce qu'elles sont particulièrement riches aujourd'hui qu'il m'a manqué beaucoup de temps. Non, personnellement, non, mais 6 ans, je n'ai jamais eu de robe avant le... Non, mais c'est pas que c'est... Je fais pas une comparaison, je demande... Non, mais c'est-à-dire, je vous rappelle, on ne vote pas le budget sur des débats d'orientation. C'est intéressant. Le débat, je dirais, commence aujourd'hui. Il y aura des commissions finances et on aura un vote du budget primitif, normalement, avant le 14 février 2020. Oui, c'était juste une suggestion. Donc, une petite constatation. La première partie est consacrée à la présentation du projet de loi de finances dans ses grandes lignes. Ce texte, par ailleurs, nous précise que la Cour régionale des comptes révèle que toutes les catégories de collectivités ont vu leur situation financière s'améliorer en 2022. Malheureusement, ce n'a pas été le cas de Cibourg, puisque nous avons vu lors du CA 2022 la détérioration de 2 ratios majeurs.
Premièrement, la dette par habitant dans notre commune a augmenté et la capacité de désendettement a diminué. À la présentation du DOB, on pense que cette situation ne s'améliorera pas en 2024 ni les 2 années suivantes, puisque vous prévoyez de contracter de nouveaux emprunts à hauteur de 1 500 000 € tous les ans. En résumé, depuis votre arrivée aux affaires, chaque Cibourien est plus endetté et pour plus longtemps. Nous allons essayer de nous tourner maintenant vers l'avenir et pour voir votre présentation et la projection des résultats d'exécution 2023. Je me permettrai de reprendre quelques chiffres au cas où tous les chiffres n'ont pas été correctement entendus. En section fonctionnement, les recettes réelles 2023 sont supérieures de 400 000 € par rapport au BP 2023. Les droits de mutation, malgré les difficultés du secteur, se sont élevés à 772 000 avec une inscription au BP de 500 000. Les dotations et participations seront, vous nous dites, supérieures à l'inscription budgétaire. Les charges de gestion courante sont conformes à l'inscription budgétaire 2022. Sur les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général présentent une augmentation de 1,56%. Le projet de budget prévoyait 18%. Monsieur l'adjoint aux finances nous dit que ça le satisfait parfaitement. Nous, pas trop. Après, allez nous dire que ce sont les économies d'énergie dans les rues qui font une modification des charges de caractère inscrites à 18 et que l'on retrouve à 16, qui font gagner 16,5% de ce budget total, j'en doute un petit peu. Les dépenses de personnel sont en diminution de 3%. Chose curieuse. C'est peut-être la conséquence du caractère de départ alarmant du nombre d'agents de notre commune. Enfin, la commune n'est pas soumise au prélèvement de loi SRU. Peut-être que la production des 93 logements sociaux de l'UNSIN, qui est un projet acté et réalisé, je tiens à le préciser, sous la précédente mandature, a peut-être contribué à cette exonération. Donc, en résumé, la section de fonctionnement devrait dégager, c'est votre conclusion, un excédent de 2 800 000 €. Nous redisons cette année encore que ce que vous nous aviez présenté comme le résultat d'une bonne gestion est en réalité un hold-up dans les poches des Cibouriens. Autre section, section investissement. Nous nous réjouissons des travaux réalisés que vous nous énumérez, mais le manque d'éléments ne nous permet pas de développer. Nous attendrons donc plus de précisions à la présentation du compte administratif 2023. Le constat général, par contre, est de savoir si le BP 2023 était bien sincère, au vu des nombreuses différences constatées en recettes et en dépenses. Attachons-nous maintenant vers les orientations politiques 2024. En matière de logement, nous nous réjouissons, Monsieur le maire, qu'après quelques tergiversations sur la destination des différents étages du bâtiment, vous repreniez le projet de résidence Aristide Briand, avec les locaux du CCAS en bas, etc. On nous avait présenté un budget tout autre. Je vois que le budget que nous avions largement travaillé lors du mandat précédent, avec notamment l'Office 64, comme vous, a repris des couleurs. Vous prévoyez l'aménagement de l'accès à la plaine des sports, ce qui nous semble nécessaire. Mais malheureusement, nous pensons que là, nous sommes un peu dans la communication,
parce que nous verrons au cours de la séance que les demandes de subvention ne sont pas encore effectives. Donc 2024, ça va être short, et 2025 pour le reste. Des réflexions sur les cours d'école. Encore un projet qui demandera de longs mois, peut-être des années. En direction de la jeunesse, nous nous inquiétons de l'abandon de nombreuses actions qui permettaient aux jeunes de les aider dans l'accès à l'emploi et à la formation. Les actions menées par le PIGE depuis de nombreuses années nous apparaissent dangereusement négligées. En conclusion, Monsieur le maire, nous pensions pouvoir terminer cette année avec, je ne dirais pas un feu d'artifice, mais des projets innovants, ambitieux. Malheureusement, nous restons un peu sur notre faim. Pour pallier à des carences d'initiatives, heureusement que de nombreux dossiers étaient en attente, en cours de finalisation. Vous ne présentez même pas les résultats de vos études engagées. Permettez-nous, de douter de la réalisation dans le courant de l'année à venir de ces projets énumérés ce soir. Merci pour votre attention. Je vais essayer de répondre, je dirais pas point par point, parce que vous avez énuméré beaucoup de choses, beaucoup de fausses vérités. Pour ce qui est du budget primitif 2023 et sa projection d'atterrissage qu'on vous a présenté aujourd'hui, vous soulignez des décalages entre les dépenses affichées, les dépenses réalisées, les recettes affichées, les recettes réalisées. Je veux juste dire, c'est une approche de bon gestionnaire et de gestionnaire prudent. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire que les dépenses sont toujours relativement majorées, les recettes sont minorées, de manière à ne pas avoir de surprise. Pour les 18% d'augmentation qui avaient été affichés en budget primitif 2023 pour les charges à caractère général, je vais juste peut-être recontextualiser le début d'année dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les voyants étaient au rouge en ce qui concerne l'augmentation importante des flux, c'est-à-dire de l'électricité en particulier. Donc en début d'année dernière, on ne savait pas, personne n'avait de perspective c'est-à-dire sur la facturation, la consommation oui, mais surtout sur la facturation de l'électricité. Donc on nous parlait d'augmentation de x2, x3, x4 sur la facture d'électricité. On nous avait dit qu'il y aurait un bouclier fiscal, un bouclier tarifaire, mais un bouclier tarifaire que personne n'était capable de nous expliquer. Donc les services, et ce n'est pas que le cas de Cibourg, l'ensemble des communes, on s'était renseigné auprès de nos collègues maires, les services avaient fait la même chose. Personne n'avait de lisibilité sur ce bouclier tarifaire, et on nous disait, voilà, attention, il y aura 4%, le prix de l'électricité va augmenter, va tripliquer, va quadrupler, donc obligé d'être très prudent, et c'est pour ça qu'on a affiché une augmentation possible de 18%. Et heureusement, entre le bouclier tarifaire et la diminution de la consommation de l'éclairage public, a fait qu'au final, cette augmentation n'a été que de 1,56%. Voilà, première chose. Pour ce qui est des droits de mutation, oui, on affiche un demi-million à chaque fois, et on a obtenu cette année, pour l'instant, 760 000 euros. Oui, c'est ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire on reste prudent sur ça. Pour ce qui est du 0,12, pour ce qui est du personnel, oui, en 3 ans, il y a eu un travail très minutieux de rationalisation, de réorganisation, de manière à maîtriser les coûts de personnel qui étaient très importants sur Cibourg. En un mandat, vous, c'est-à-dire de 2014 à 2020, vous étiez passé de 56% de charge de la masse salariale par rapport aux frais réels, de 56 à 64. Une augmentation de 13%. C'est-à-dire en un mandat, vous avez eu une augmentation de 13% de la masse salariale. Donc on était bien obligé de gérer
de revoir l'organisation, d'optimiser. Il n'y a aucun service on l'a fait sans qu'aucun service soit fermé, en ouvrant d'autres services, comme le service culture, en renforçant le CCAS, en renforçant le personnel à la crèche. Donc on l'a fait, et oui, on a réussi à optimiser et à faire des économies. Ça nous a permis d'absorber en partie la hausse des salaires qui était, je souligne, nécessaire dans la territoriale, parce que je le rappelle, dans la territoriale, les salaires sont relativement bas. Donc on l'a fait, je pense que c'est le travail d'une bonne gestion, c'est pas l'exercice le plus facile à faire, mais on l'a fait. Et quand vous étiez sur une augmentation de 13% sur un mandat sur la masse salariale, nous aujourd'hui, je ne parle pas de 2024, mais de 2020 à 2023, on est à 0,63%. Voilà. Pour ce qui est des investissements pour 2024, vous dites que ça va être short, parce que nous n'avons pas encore les subventions. Mais comme l'a dit Stéphane lors de sa présentation, on a fait des demandes de subventions, mais on n'a pas le droit d'inscrire les subventions dans le budget. Donc, qu'on ait des subventions ou pas, le budget va être équilibré avec de l'emprunt. Et les subventions que nous obtiendrons, et je l'espère au maximum, viendront en diminution de l'emprunt. Maintenant, je reviens sur un premier point que vous avez abordé aussi en début. Voilà, vous agitez le chiffon rouge en disant que Cibourg s'endette, surendette, qu'on fait les poches aux Cibouriens, que les Cibouriens sont plus endettés pour plus longtemps. Oui, on prend de la dette. On s'endette, oui. La dette, c'est pas un gros mot. Et heureusement qu'on le fait. Heureusement, ça prouve qu'on agit, qu'on investit pour la ville. Parce que si on ferait pas appel à la dette, au final, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc oui, on s'endette. Mais le danger, ce n'est pas la dette, c'est le surendettement. Et aujourd'hui, on est bien loin de surendettement. Et cette remarque que vous faites est complètement en contradiction avec vos remarques que vous avez faites il y a un an lors du vote du budget primitif. Quand vous nous disiez, monsieur le maire, vous devez baisser les impôts. Vous ne faites rien, vous n'investissez pas, baissez les impôts. Alors, si on avait baissé les impôts, l'emprunt aurait été encore plus important. Parce que je rappelle, les recettes dans une commune, il n'y en a pas 40. Les impôts, taxes foncières, les droits de mutation, en grande partie. Et c'est la dette. Et des recettes qui sont à côté, mais qui sont résiduelles. Donc voilà. Pour ce qui est des projets pour l'année qui vient, je pense que ce sont des projets qui sont vraiment, si on pourrait dire, dans l'air du temps, au lendemain de la fermeture de la COP 28. Je pense que sur nos investissements, en ce qui concerne la transition écologique, je pense que nous, on est là. On est vraiment, je pense qu'on prend nos responsabilités. L'aménagement du parking de la plaine des sports, c'est-à-dire désimperméabiliser plus de 1000 m² de parking, ça répond à cet enjeu-là. Gérer l'eau, gérer les inondations, c'est-à-dire qu'on a régulièrement, en particulier sur le local de la société de tir. Donc là aussi, en faisant des noues, ça permettra de régler ça, de récupérer les eaux de pluie dans une cuve, l'installation de panneaux photovoltaïques, la continuité de notre plan pluriannuel d'investissement en LED, c'est-à-dire l'année dernière, on a investi 60 000 € de LED dans l'éclairage public. On fera la même chose cette année pour augmenter notre part de LED dans l'éclairage public de manière à diminuer notre consommation. On sera là. Pour ce qui est de la cour des écoles, oui, les cours d'école, on ne va pas le faire du jour au lendemain, mais la réflexion a démarré. Cette année, 2024, j'espère qu'il y aura une accélération. Est-ce que les premiers investissements se feront fin 2024, 2025 ? Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais si on ne l'inscrit pas, on sait que ça ne sera pas en 2024. Hein ? C'est unique. À souligner. Donc, pour ce qui est de l'aménagement, de la continuité de la piste cyclable de la plaine des sports, là aussi, pour les logements sociaux, vous dites que ce sont vos projets. Aristide Briand, je rappelle, c'était un projet de résidence senior que vous aviez, et qui était un projet vraiment légitime et qui avait toute sa place. On l'a
revu partiellement pour le transformer en résidence intergénérationnelle. L'esprit, je l'avoue, est similaire. Nous avons dû, pour des questions réglementaires, baisser la voilure sur ce projet-là, et on va le faire, et on est très content. Ça nous permettra aussi de déménager le CCAS sur des locaux qui seront plus adaptés, avec le local pour le club senior qui sera à côté, et un club senior qui, ces derniers temps, voit une affluence de plus en plus importante, donc avec des activités qu'on propose avec le CCAS, et c'est la raison pour laquelle que notre contribution au budget du CCAS a augmenté et va rester similaire à 2023. Et je terminerai sur les pénalités SRU. C'est pas Arrobia qui règle tout le problème. Arrobia, juste pour faire un peu d'histoire, vous targuez à chaque fois de nous sortir le projet Arrobia. Certes, vous l'avez fait, c'est très bien, on l'a voté, on était favorable. Je rappelle juste que le projet initial sur ce terrain-là n'était pas la construction de 93 logements sociaux. C'était le projet d'une résidence senior privée avec 0 logements sociaux. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que le permis avait été attaqué, annulé, et vous étiez reparti sur un autre projet. Ça, juste pour remettre les choses à leur place. Donc c'est très bien. Et nos pénalités, notre exonération ne vient pas seulement des 93 logements en plus que nous avons sur Arrobia, mais c'est aussi c'est-à-dire c'est le reflet de notre politique vraiment volontariste sur ce sujet-là, parce qu'on a réussi à avoir des dépenses, je cherche le terme, déductibles, voilà, merci, des charges déductibles qu'on a pu enlever sur ces pénalités. Et deuxième chose, peut-être vous n'avez jamais participé à cet exercice-là, je ne sais pas, c'est les commissions SRU qui se font tous les ans ou tous les 2 ans en préfecture, en sous-préfecture. Et cette première commission a eu lieu, pour moi, en septembre 2020, c'est-à-dire quelques mois, 2 mois après la prise de fonction. On était dans une situation assez critique. L'État ne nous avait pas affligé d'une augmentation de cette pénalité et d'une déclaration de carence, parce qu'on s'était engagé sur plusieurs projets qui sont dans les tuyaux, et sur la réalisation d'un PLU. Parce qu'il faut rappeler que jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas de PLU. Et sans PLU, arriver aux objectifs SRU, ça devient un exercice assez compliqué. Et donc c'est ça aussi qui nous a permis de diminuer nos pénalités SRU. Donc voilà. Donc pour 2024, je pense qu'on a des beaux projets. Je ne doute pas qu'ils vont être réalisés, qu'ils vont être engagés, réalisés, comme je le répète, dans l'air du temps. Et donc voilà, tout ça sans mettre en difficulté les finances de la ville, sans surendetter la ville. Le budget va être plus contraint que les années précédentes, c'est normal, parce qu'on a une inflation qui est là, on a des recettes sur les droits de mutation qui sont en baisse. On pense que cette baisse va être plus importante l'année prochaine. Comme vous l'avez vu aussi, donc des dépenses de personnel aussi qui vont augmenter. Donc on aura un effet ciseau entre une baisse de recettes et une augmentation des dépenses, mais qui pourra être gérée, parce que jusqu'à maintenant on a géré de manière assez raisonnable ce budget-là. Donc sur ça, j'ai aucune crainte. Et donc, voilà. Donc je veux juste dire que le budget répondra à l'ensemble des objectifs qui ont été présentés par M. Lecoff. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Madame Derby. Oui. D'abord, ce que vous avez dit de plus énorme, c'est, je ne sais pas, alors entre guillemets, je ne sais pas si vous y participiez, mais les réunions avec le sous-préfet pour l'engagement par rapport à la production de logements sociaux, vous n'y avez peut-être pas assisté. Excusez-moi, monsieur Aldana, mais vous... C'est souvent les maires qui y vont, c'est pour ça. Oui, mais vous voyez, alors, nous, on n'allait pas à la sous-préfecture. Monsieur le sous-préfet, une fois par mois, il nous se déplaçait et on travaillait une fois par mois, ici, à Cibourg, pour travailler avec monsieur le sous-préfet. Voilà. Et il en était sorti d'ailleurs... C'est plus le même sous-préfet, il se déplace moins. Non, mais alors je ne sais pas celui-là, mais le nôtre, il ne se déplaçait pas partout, mais il avait vu sûrement les difficultés de la commune et
Et effectivement, non, pas se déplacer, monsieur le maire. Ne souriez pas avec des sujets aussi précis. Bon, enfin bref, peu importe. Alors, j'ai entendu que vous nous disiez que le propre d'un budget, c'était de mettre des dépenses majorées, des recettes minorées. C'est ce qu'on appelle un budget sincère. Ensuite, je vous remercie beaucoup de toutes les références que vous faites à chaque fois. Vous faisiez ceci, vous faisiez cela. Franchement, on est vraiment très touchés. C'est vrai, voilà, vraiment très touchés. Et par rapport à ma demande la dernière fois de baisser les impôts, je crois que sur un petit texte que nous avons le droit, nous avions pris des références de vos déclarations de M. Eneko Aldana dans l'opposition. Ce n'était pas tout à fait les mêmes que M. Eneko Aldana, maire de Cibourg. Merci, monsieur le maire. Voilà, on va dire. J'ai déjà répondu à cette remarque-là, mais bon. Comme la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Oui, à l'époque, on avait fait plusieurs fois cette remarque sur une baisse des taux. Je rappelle, et je recontextualise, parce que le contexte est quand même assez important quand on fait des propositions. On parle d'une mandature, voilà, 2014-2020, dans laquelle on avait une inflation annuelle qui était entre 0 et 1,5. Voilà. Donc oui, là on peut... Et des projets, alors là vous nous faites la remarque, il n'y a pas grand chose qui sort sur Cibourg, mais je peux vous dire que lors du précédent mandat, je ne sais pas ce qui sortait. Une salle polyvalente. Voilà. Donc oui, là on pouvait se permettre de baisser, oui, d'absorber, parce qu'on était dans une situation dans laquelle il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, quand on a une inflation depuis 2 ans qu'on n'a pas connue depuis les années 2000, 20 ans qu'on n'a pas connu cette inflation-là. Non, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Le faire, ça supposerait d'aller chercher de l'emprunt, de s'endetter encore plus. Surtout aujourd'hui où les emprunts sont à des taux assez élevés. Donc oui, c'est-à-dire ce qui était possible il y a quelques années, aujourd'hui ne l'est plus. Tout simplement. D'autres remarques? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je propose de clore ce débat d'orientation budgétaire. Donc le budget, je rappelle, donc, le budget primitif sera voté donc, avant le 14 février 2024. Mais on me dit, et c'est vrai, vous avez raison, il faut voter quand même. Donc je rappelle, on vote le fait qu'il y ait eu un débat, on ne vote pas sur le fond, sur la forme. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et je dirais que c'est approuvé, mais... Voilà, on passe au point 2. Budget 2024, ouverture de crédit en section d'investissement par anticipation du vote du budget. Cette délibération classique en fin d'année permettra à la collectivité, dans la limite du quart du crédit ouvert sur le budget de l'an dernier, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2024. Délibération très classique. A-t-il des observations, des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Budget 2024 à compte de sursubvention, sur la même logique. Donc, il s'agit par cette délibération également classique de prévoir le versement d'une avance au CCAS pour lui permettre de mener ses activités en début d'année. Pour mémoire, la contribution du budget communal au CCAS s'est élevée à 350 000 € en 2023. Des remarques, des observations, il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Admission en non-valeur. Nous vous proposons d'admettre en non-valeur différentes sommes pour un montant total de 1 297,83 €
correspondant à des factures qui n'ont pas été honorées et que leur trésor public n'a pas réussi à encaisser. J'ai des remarques? Oui. Juste une remarque. Lors de la commission finance, vous nous aviez dit que ce tableau avait vocation à être modifié. En définitive, il ne l'a pas été. C'est juste... Vous nous aviez dit qu'il y avait une somme qui devait être majorée. Ah oui. Oui, allez-y, oui. En fait, on vous avait précisé que Monsieur le maire a une délégation pour, Ah oui, pour les pour petites sommes, additions c'est en vrai. valeur, et Ouais. vous l'avez dans le compte-rendu des décisions. Ah bon, pardon. Oui, C'était simplement si on ne l'avait pas omis de le noter, c'est tout. c'est dans le compte-rendu des décisions. D'accord. Merci. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Donc, point 5, aménagement du centre communal d'action sociale au rez-de-chaussée de la résidence Aristide Briand, approbation du plan de financement. Donc, nous vous proposons cette délibération ainsi que les deux suivantes afin de pouvoir déposer différents dossiers de demande de financement auprès de l'État et de l'Agence de l'eau pour les projets d'investissement importants prévus en 2024 que nous avons présentés dans le cadre des orientations budgétaires. Je vous rappelle que le conseil municipal m'a donné délégation pour solliciter les subventions, mais il convient au préalable que le conseil municipal approuve le plan de financement de l'opération. Pour le réaménagement du rez-de-chaussée d'Aristide Briand, l'opération est évaluée à 449 160 € hors taxe. La DETR sera sollicitée à hauteur de 30%. Des remarques, des observations? Oui, Madame Duvervier. Oui, monsieur le maire, nous avons fait part lors de la commission finance de notre désaccord par rapport à la formulation de cette délibération. Ce soir, la nouvelle mouture répond totalement à nos attentes, donc nous voterons évidemment pour. Et nous vous remercions pour la prise en compte de nos remarques. Merci. Bien. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Donc, on passe point 6, renaturation, désimperméabilisation et aménagement intégré de la plaine des sports, approbation du plan de financement. Donc de la même façon, il s'agit ici d'approuver le plan de financement de l'opération de renaturation, désimperméabilisation et aménagement intégré de la plaine des sports. L'État sera sollicité à hauteur de 40% et l'Agence de l'eau de 30% pour une opération estimée à 875 000 € hors taxe. Des remarques? Non, rien, même remarque que Merci, précédemment, puisque c'était la même problématique. Bien. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Plan 7, installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique municipal, approbation du plan de financement. Dernier plan de financement soumis à votre approbation, celui-ci correspondant à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique municipal. Nous avons présenté en commission des finances 2 montages possibles pour que la commune se dote de cet équipement. Si l'investissement évalué à 200 000 € hors taxe était porté par la commune, une aide de l'État d'un montant de 80 000 € pourrait être sollicitée. Oui. Monsieur Anido. Le micro est allumé. Oui, c'est juste pour savoir s'il y a une aide financière ou comme ça, vu du SDEPA. Parce que je me rappelle de mon temps à moi, ils voulaient y participer quand on installait dans les communes les panneaux photovoltaïques ou comme ça. Et savoir s'il y a eu une étude de fait sur le support de surcharge sur le toit et tout ça. Voilà, Je vais- c'est juste je vais pour avoir essayer. ça quoi un petit peu. Je vais laisser Monsieur Dufour répondre. Alors, l'étude globale, c'est justement pour voir si le bâti peut supporter le poids, parce qu'on viendrait en surimposition, donc ça vient amener un poids supplémentaire à la structure du bâtiment, donc ça c'est en cours. Le deuxième élément par rapport au SDEPA, c'est que le SDEPA finance quand on passe par lui, et donc il y a un travail en cours par les services pour voir le meilleur moyen, quel est le meilleur biais pour Cibourg d'installer ces panneaux photovoltaïques. Le but c'est de les mettre, et maintenant le meilleur montage à trouver, et c'est le travail qui est en cours. Merci Monsieur Dufault. Donc on passe
passe au... S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous en remercie. Donc, comme vous l'avez vu, donc, ces 3 délibérations répondent à des besoins de financement des 3 projets majeurs de 2024. Donc, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les ateliers de la ville, parce que c'est malheureusement quasiment les seules toitures qui pourraient accueillir des panneaux photovoltaïques sur Cibourg, au moins sur les propriétés communales, du fait de notre zonage, du fait qu'on soit classé à 75% notre territoire en SPR. L'installation de panneaux photovoltaïques est un exercice assez compliqué. Les ateliers sont hors zone SPR, donc là, on aurait la possibilité de les faire. Donc, j'espère qu'on va réussir d'aller jusqu'au bout. On a aussi juste à côté l'aménagement de la plaine des sports, sur l'aménagement de la plaine des sports, c'est-à-dire l'ensemble de ce terrain vague qui sert aujourd'hui de parking, donc il va être désimperméabilisé. On va créer plus d'une centaine de places de stationnement enherbées avec des nous qui permettront de gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les eaux de pluie, gérer les risques d'inondation qu'on a sur ces différents bâtiments, mais aussi récupérer cette eau de pluie pour pouvoir l'utiliser entre autres par notre balayeuse par exemple. Sur la plaine des sports, c'est un aménagement d'ensemble, on parle de 800 000 euros, 800 000 euros qui seront répartis sur 2 phases. Une phase aménagement de ce parking-là avec une cuve de récupération des eaux de pluie, et une deuxième phase qui viendra sûrement en 2025-2026, qui sera la sécurisation du carrefour qui dessert la plaine des sports et la salle polyvalente en créant un giratoire et en prolongeant aussi la piste cyclable qui aujourd'hui s'arrête à la hauteur du pont de Singe, qui va être prolongée jusqu'à l'entrée du complexe sportif Jean Poulou. Et pour ce qui est de Aristide Briand, voilà, donc là, les travaux vont débuter en début d'année avec un désamiantage, puis des travaux de démolition à l'intérieur, puis une reconstruction. Et donc là, 8 logements sociaux intergénérationnels et un local au rez-de-chaussée pour accueillir les bureaux du CCAS et le club senior. Donc 3 jolis projets. Ça, il n'y aura pas que ces 3-là, il y aura aussi, même si là il n'y a pas de plan de financement parce qu'il n'y aura pas de subvention majeure, ça sera la réfection de l'avenue Abbé Berry à Marignella. L'agglomération a prévu des travaux de mise en séparatif des eaux usées et des eaux de pluie, donc on profitera de ces travaux-là pour enterrer l'ensemble des réseaux secs et reprendre la voirie. Donc voilà, pour les précisions. Et donc, après ça, on va passer au chapitre 3, personnel communal et mise en place de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire. Donc, nous vous proposons par cette délibération d'instaurer la prime pouvoir d'achat exceptionnelle prévue par le décret du 31 octobre 2023. Les conditions fixées par le décret sont rappelées dans le texte de la délibération. Le montant s'étale de 300 à 800 euros. Pour la commune, 83 agents vont pouvoir en bénéficier, 39 à hauteur de 800 euros, 20 à 700, 5 à 600, 7 à 500, 4 à 400, 4 à 350, 4 à 300. Les remarques, il n'y en a pas d'observation. Donc voilà, cette prime, donc on nous a donné aux collectivités la possibilité de donner des primes en fin d'année à nos agents pour répondre à la situation qui est de plus en plus compliquée pour tout le monde, y compris pour les agents, surtout dans la territoriale, comme je l'ai dit tout à l'heure, où les salaires ne sont pas mirobolants. Donc voilà, donc notre gestion depuis 3 ans des dépenses de personnel nous ont permis de pouvoir attribuer cette prime de fin d'année à 83 agents. Et comme vous le voyez, la plupart vont toucher entre 800 et 700 euros. C'est bien la preuve que les salaires sont assez bas dans la territoriale. Donc cette délibération est passée en CST, a été votée à l'unanimité. Et donc j'espère qu'on fera de même ici. Donc je propose
propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie et les agents aussi, je pense. Création d'emplois permanents. Par cette délibération, il s'agit de créer 4 postes au sein de l'équipe entretien-restauration de la crèche et du centre technique municipal. Ce ne sont pas de nouveaux emplois, mais l'objectif est de pouvoir intégrer dans nos collectivités des agents contractuels qui assuraient des remplacements d'agents absents depuis plusieurs mois. Des remarques, des observations, il n'y a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 3. Création d'emplois non permanents, accroissement saisonnier d'activité. Donc, par cette délibération, il s'agit d'anticiper les besoins en personnel saisonnier pour la période estivale. Les besoins sont les mêmes pour les plages et le club d'eau libanais. Pour le désherbage, les besoins sont moins importants. Pour la police municipale, la répartition des agents est modifiée avec le recours à un saisonnier en juin, un autre en septembre. Pour la LSH, le besoin a été augmenté, mais les recrutements seront ajustés en fonction des congés des animateurs titulaires. De même, nouveauté cette année, pour assurer la gestion des congés des agents sans déstabiliser le service, des agents saisonniers seront recrutés pour assurer l'entretien des locaux et la cantine pendant les différentes périodes de vacances scolaires. Pas de remarques, pas d'observation. Sauf vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 4. Dérogation aux travaux Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés de moins de 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle. Par cette délibération, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à déroger à certains travaux réglementés dans le domaine des espaces verts pour permettre à l'apprenti accueilli dans cette équipe depuis le mois de septembre d'être formé globalement au métier de jardinier paysagiste. Sans cette dérogation, l'apprenti ne pourrait réaliser que très peu de tâches. Des observations. On a abordé ce point en commission. Et malheureusement, on est bien obligé de déroger à chaque fois, sinon on ne prendrait pas d'apprenti. Donc, passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au chapitre 4, urbanisme, voirie, port et infrastructure, réaménagement du bâtiment Aristide Briand en résidence intergénérationnelle et de logement, intergénérationnelle de logement et locaux communaux, convention avec l'Office 64 de l'habitat. Le rapporteur est monsieur Dufault. Comme présenté en commission urbanisme, concernant le réaménagement du bâtiment Aristide Briand, l'Office 64 se charge des travaux des étages et la commune de ceux du rez-de-chaussée. Néanmoins, dans un souci de cohérence et compte tenu de la nécessité de conserver l'harmonie extérieure du bâtiment, compris dans le périmètre du SPR, il a été convenu que la commune délègue sa maîtrise d'ouvrage à l'Office 64 pour la réalisation des travaux de fermeture du préau et de modification des ouvertures en façade du rez-de-chaussée. Cette délégation de maîtrise d'ouvrage doit se traduire par la signature d'une convention qui prévoit le remboursement des travaux par la commune, travaux estimés à 35 660 € et 50 centimes hors taxe. Y a-t-il des remarques ou des observations? Demande de précision, oui, Madame Durbier. Une petite précision, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi. Après, au niveau fonctionnement, ça va se passer comment? Ça va être une copropriété? Il y a des tantièmes qui vont rester à la commune, d'autres à l'office, ou comment? C'est une division en volume. Donc, ce serait une C'est-à-dire copropriété. chacun chez soi, chacun avec ses entrées. D'accord. Et Oui, donc mais on ça, a un bail amphithéotique de 50 ans. Non, mais après, dans le fonctionnement du bâtiment, C'est une division en volume, c'est-à-dire chacun prendra de la part, prendra sa part. C'est-à-dire si demain on doit faire un ravalement, Non, mais je ne parle pas du bâtiment lui-même, je parle du fonctionnement du bâtiment. Est-ce que, par exemple, il y aura des compteurs qui vont alimenter les bureaux du CCAS? Est-ce qu'il va y avoir une copropriété? Est-ce qu'il va y avoir... c'est-à-dire les flux, oui, c'est-à-dire chacun. C'est-à-dire Parce que je sais que c'était une question que l'on avait longuement travaillée parce que ça posait des problèmes. le rez-de-chaussée donc, qui sera géré, l'ensemble du bâtiment reste propriété de la ville, je précise. Le rez-de-chaussée sera géré par la commune, donc les flux seront payés par la commune. On aura des compteurs propres, et après chaque appartement, donc il y en aura 8, chaque locataire aura son compteur payé ses factures d'eau, d'électricité, de gaz.
sais pas si j'ai répondu à la question. Pardon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, partiellement. D'accord. Parce que j'ai dû le J'ai comprendre pas, partiellement. j'ai pas regardé le plan au niveau des parkings. Combien de parkings sont prévus? Ah, là, de tête. Non, mais en gros, par appartement, il y a combien de parkings? Un et demi? Je sais plus. Alors, on va vous dire ça. Je peux vous dire que les parkings seront en RB, là où aujourd'hui on est sur de l'enrobé, donc 10. on va désimperméabiliser. Et donc, Et non, il y aura 10 places de parking. 10 places de parking pour 8 logements. combien d'appartements? 8. 8. Vous faites une grimace, mais je rappelle que vous aviez quand même le projet de faire le double de logements. Non, mais, Non, alors, non, mais monsieur le attendez, maire, Madame Dubarbier, soyons Bien honnêtes. sûr, Soyons honnêtes. Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Parce que là, vous avez fait une grimace, l'air de dire, pas du tout. vous avez sous-dimensionné le stationnement. Pas du tout. Je rappelle Au que ce contraire. projet, je termine, je vous laisse parler, je termine, que ce projet aujourd'hui compte 8 logements. Au début, on comptait 16 Oui, pour le même nombre de stationnements. Hein. Oui. Voilà. Donc votre projet initial était beaucoup plus important, comptait encore moins de stationnements par rapport au nombre de logements. Le ratio était encore plus défavorable. Juste ça. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, on est sur de la réhabilitation d'un logement. On sait très bien que la réhabilitation des bâtiments est beaucoup plus contraignant et malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on aurait pu faire plus de stationnements, on l'aurait fait. Mais là, on est sur de la réhabilitation et là, c'est très compliqué. Deuxième chose, on est quand même en centre-ville. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais voilà, juste un peu d'honnêteté, madame. non, alors n'appelez pas honnêteté ce qui n'est pas du tout empreint de malhonnêteté. Simplement, monsieur le maire. Voilà, pourquoi, je vous explique la genèse du projet. Du progrès, oui. Pourquoi... Ah, je vous revois le sourire, madame la première adjointe. Ça fait un moment que je vous voyais sans sourire. Donc, pourquoi nous avions fait le choix de logement pour des personnes âgées? D'une part, pour la situation, qui est quand même assez spectaculaire. Ensuite, on pouvait espérer que les personnes âgées n'aient qu'une voiture par appartement. Si on met des familles, on l'a vu ailleurs, et c'est un problème que l'on a étudié et qu'on ne peut pas vous reprocher parce qu'on avait exactement le même. Alors, on avait bien vu qu'avec la proximité de moins de 500 mètres de la gare, on pouvait déroger au nombre de parkings nécessaires, mais c'était pour ça que le choix avait été fait sur des appartements plus petits, pour des personnes plus âgées, en espérant qu'on aurait justement moins besoin de parking. Donc c'est pas du tout, et vous vous mépreniez sur mes intentions, ce n'était pas du tout pour faire je sais pas quoi, de la mauvaise... ou de l'humour. J'ai mal interprété votre grimace. Voilà. Non, c'était pas du tout ça. Mais c'était un argument pour nous, d'une part, la situation du bâtiment, et d'autre part, le fait que ça nous permettait d'avoir plus de bâtiments, parce que les personnes d'un certain âge qui sont souvent seules ou autres, on pouvait espérer pas de voiture ou au moins une voiture. Avec des familles, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais même, je comprends votre logique, qui a une logique qui est respectable, ou qui a au moins le mérite d'être posée, mais je rappelle, il y a 10 places de stationnement, vous auriez fait un projet de 16 logements, avec 16 seniors, couple senior, ça fait 16 véhicules pour 10 places. Donc le ratio aussi était encore plus défavorable. Mais peu importe, je veux dire, le débat, je pense, il est absolument pas là. Je pense qu'on se trompe sur ce projet-là de limiter ou de ce projet qui, je pense, qui est un gros projet. Et je rappelle qui est similaire au vote, qui est juste une évolution de votre projet initial. Évolution ou régression? Ah, régression. Ah bon, pourquoi? Ah, je ne sais pas, régression, je ne sais pas. J'ai moins de logements, est-ce qu'on pouvait faire mieux, est-ce qu'on pouvait faire plus, je ne sais pas. Oui, on a... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus, on ne pouvait pas le faire, clairement. Réglementaire.
Non. Oui, on pourrait... Bon. Madame Duvervier, sur le projet, on l'a tourné dans tous les sens. Aujourd'hui, et ce sujet-là, on l'a quand même présenté à plusieurs reprises en commission urbanisme. Aujourd'hui, on est sur une réhabilitation. Une réhabilitation ne permet pas de faire ce qu'on veut, c'est pas du neuf. On est contraint par le bâtiment lui-même sur la structure du bâtiment. Aujourd'hui, la configuration du bâtiment permet seulement de faire 4 appartements par niveau. Voilà. 4 appartements par niveau, c'est comme ça. Il y a des murs porteurs, il y a des piliers, il y a une cage d'escalier qui... Voilà, donc on a un bâtiment, de mémoire, je crois que des années 20 ou des années 30, si je ne me trompe pas. Donc la partie structurelle est là, c'est elle qui commande. Et donc aujourd'hui, on peut faire seulement 4 appartements par niveau. Et donc on est sur ça. Ça nous fait 8 logements pour 10 places de stationnement, avec un rez-de-chaussée dans lequel on accueillera le CCS et le club senior. Le ratio logement-stationnement, il est ce qu'il est, il est réglementaire. Comme vous l'avez dit, on est en centre-ville, à moins de 500 mètres de la gare, ça nous permet de déroger, et heureusement, sinon on n'aurait pas fait le projet. Et je rappelle, je pense que le projet est un bon projet, je pense que c'est une évolution de votre projet. Je dirais pas, c'est pas une régression, c'est pas une progression, c'est un projet différent, mais qui a les mêmes objectifs, je dirais. Donc voilà, moi personnellement, je ne vais pas rentrer dans votre débat de dire si votre projet était mieux que le nôtre. Je pense qu'il est foncièrement, philosophiquement identique, sincèrement. Et voilà, le plus important, c'est de le sortir. Et voilà, et on va essayer, on a tout fait pour le sortir, et maintenant il n'y a pas de raison qu'il ne se fasse pas, il va se faire. Et je rappelle, 8 logements intergénérationnels, il y aura des seniors, des familles. L'intergénérationnalité aussi est quelque chose de très important pour tout le monde, pour les seniors et ceux qui sont un peu plus jeunes. Et donc voilà, voilà. Je répète, pour moi le débat, il est absolument pas là. Donc, pour ce qui est de la délibération, donc, je pense qu'on l'a compris, hein, c'est-à-dire que l'Office 64, étant donné que l'Office 64 interviendra sur la partie structurelle du bâtiment, nous on a besoin de faire un mur pour fermer le préau, donc c'est l'Office 64 qui le fera pour nous, et on remboursera le coût de la construction de ce mur à l'Office 64. Donc, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Et donc, dernier point, élaboration du plan local d'urbanisme infracommunautaire PLUI. Littoral Labour Ouest, désignation d'un élu référent et d'un technicien référent. Donc l'agglomération ayant décidé la prescription et les modalités de concertation du PLUI Littoral Labour Ouest, dont on en a parlé en commission urbanisme, il convient que les conseils municipaux des communes concernées désignent un élu référent qui siégera, en plus de monsieur le maire, au sein du comité de pilotage et un technicien référent de la commune de Cibourg pour suivre les travaux d'élaboration du PLUI. Pour ce qui est des désignations, on avait fait cette proposition en commission urbanisme la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne me rappelle plus. La semaine dernière, c'était la semaine dernière. Donc pour ce qui est de l'élu, donc je propose que ce soit Pio Dufaux. Et pour ce qui est du technicien référent, que ce soit notre DST, donc M. Brandy, qui suive ce projet de PLUI infracommune. Donc si vous en êtes d'accord, s'il n'y a pas de remarques ou d'observations, je propose qu'on passe au vote. Où il y a des remarques? Non, il n'y en a pas. Ce vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année si on ne se voit pas avant la fin de l'année. Mieszkar Danay.